Vous écoutez le supplément de Tech Café, votre complément à l'information hebdomadaire sur les nouvelles technologies. Nous enregistrons cet épisode le 21 novembre 2023 et je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais ça va très bien. On va parler d'intelligence artificielle appliquée au monde du multimédia sous toutes ses facettes et de plein de petites histoires de plateformes que tu as collectées, Spotify, Blue Sky, Google, Apple, j'en passe, et des meilleurs. Et tu sais Guillaume, j'ai pris l'habitude toutes ces semaines de présenter le supplément de Tech Café comme étant des news plus dispensable, un peu moins essentiel, tu vois, l'actualité tech. Eh ben, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais vous les présenter sous un nouveau jour. Vous avez la crème de la crème des news tech. Si jamais vous avez écouté le tout venant des news hebdomadaires qui concernent un peu tout le monde, on est entre nous, entre puristes, entre spécialistes, entre technophiles avertis et convaincus pour aborder les news qui vont plus loin dans l'actu tech. Bienvenue dans cet épisode. Vous avez écouté le gâteau, écoutez donc la cerise. Oh, effectivement. Et le petit digestif qui va bien aussi avec. On va saluer Seb. Alors, j'ai toujours du mal à prononcer ton pseudo, et pourtant il n'est pas très compliqué, mais WebDJR, Yannick Surny, Jérémy H974 et Julien Alloin, qui sont les soutiens qui ont accepté de nous rejoindre depuis quelques jours pour nous financer dans la production de Tech Café et pour soutenir la production des épisodes du podcast semaine après semaine. Vous le savez, le podcast est gratuit, mais vous pouvez vous rendre sur patreon.com/techcafé et accepter de contribuer à la hauteur de quelques euros par mois pour le financement de Tech Café. Vous pouvez plafonner et suspendre vos participations à tout moment. Et d'ailleurs, en acceptant de rejoindre la plateforme sur patreon.com/techcafé, vous remplacez peut-être des personnes qui n'ont plus la possibilité ou qui n'ont plus envie de nous soutenir. Et c'est un cercle vertueux du fil des auditeurs qui nous soutiennent mois après mois. Ça fait évidemment très plaisir. Et pour ne rien gâcher, vous avez en contrepartie la possibilité d'accéder à un flux privé du podcast unique en son genre qui est rien que pour vous, qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub, un vrai cadeau. Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc parler d'IA, mais d'IA dans toutes ses multimodalités possible, plutôt dans toutes ces incarnations possibles. Et il y a un usage des calculs de la tech et de l'intelligence artificielle que tu nous as décrit il y a de ça de nombreuses années, bien avant l'ère et l'avènement de l'intelligence artificielle générative, qui expliquait à quoi pouvaient servir ces modèles évolués. C'était la prévision météorologique, Guillaume. Absolument, ben oui, ça va revenir en format un petit peu plus tranquille, un petit peu... C'est comme si on faisait une petite pause après l'actu rocambolesque de l'épisode hebdomadaire. Avec J'en suis encore tout décoiffé, moi. Rocambolesque, c'est le mot. D'ailleurs, rocambolesque, c'est une expression désuète, d'ailleurs. Hein. Comme ça, dès le début, je croyais que c'était un mot, moi, désuet. Mais c'est une expression désuète. Rocambolesque, ouais, c'est... Bah oui, bon, alors ça va aller vite, heureusement, t'inquiète pas. L'origine, c'est très simple, ça vient de Rocambole, qui est un héros de fiction de Ponson du Terrail. Rocambole, en fait, c'était un Parisien roublard. C'était un beau parleur, une sorte de bandit romantique et, je sais pas, une sorte de Belmondo façon 19e siècle, en fait. Et il lui arrive plein d'aventures, tout ça, et voilà. Bon, j'ai pas lu, pour tout dire, mais voilà, donc, c'était rocambolesque. Je note dans mon... Vous savez que maintenant, dans mes petites fiches sur Notion, là, où je prépare tous les épisodes de Tech Café, j'ai un petit champ supplémentaire qui s'est rajouté, qui est expression désuète. J'ai choisi de référencer, quand Guillaume nous partagera les expressions désuètes, un historique que je notifierai dans la petite note de la définition qui est apportée. Peut-être que dans quelques années, on pourra lancer un livre, Guillaume, je sais pas, je suis pas certain. Je pense pas, mais en tous les cas, ça me servira au moins à pas répéter deux fois les mêmes. Oui, c'est toujours ça de gagner. Oh, non. Écoute, à tous les cas, peu importe. Revenons à nos IA. Le Google DeepMind vient de publier un article sur GraphCast. Ça y est, c'est officiel. Un nouveau modèle de deep learning est capable de prévoir la météo 10 jours à l'avance, dans plus de 90% des cas. Il est aussi meilleur que le modèle européen de prévision à moyen terme, le ECMWF, et je me fais grâce à moi-même d'expliciter le sigle. Donc, GraphCast est capable... ce sigle, Guillaume? Non. C'est European... Ouais, bon. Mais c'est... Ouais. C'est européen, en tout cas. Je l'ai pas noté. Mais bon... Voilà, GraphCast est capable de prévoir les événements climatiques extrêmes bien avant les autres, les vagues de chaleur, les cyclones. Par exemple, l'ouragan Lee a été vu 9 jours à l'avance contre 6 pour les méthodes traditionnelles, et en prime, GraphCast est aussi très rapide. Donc il donne ses prévisions en quelques minutes.
Donc c'est un gros réseau de neurones qui donne en sortie en fait l'état d'un bon million de points sur une carte avec des valeurs à chaque fois de température, de vitesse des vents, d'humidité, etc. Donc il a été entraîné sur des décennies de relevés et il repère donc très vite ce qu'il va probablement se passer. Donc GraphCast est pas le premier modèle météo, on avait parlé d'ailleurs de Pangu qui était un modèle de Huawei, on avait aussi peut-être parlé de Forecast, donc Forecast 4 comme 4, de Forecast de Nvidia. GraphCast est un peu la dernière génération, il prévoit plus de variables, il est aussi plus précis. Avec ces modèles qui s'améliorent régulièrement, on arrive à un moment charnière où ils vont être adoptés massivement et être utilisés au quotidien, pour de vrai, par les météorologues. D'autant plus que GraphCast est un open source, hein. Donc le deep learning en météo, ça va devenir le nouveau normal en fait, hein. Alors il va pas remplacer complètement non plus les modèles physiques standards, parce que déjà, pour l'instant, GraphCast n'est pas encore parfait, hein, les modèles ne sont pas encore complets, et même lui-même, qui est le meilleur, hein, reste assez médiocre sur les précipitations, mais les modèles IA vont vite devenir des outils très importants pour la météo et le climat, ça c'est certain. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, si ça apporte plus de précision dans les prévisions, je n'en peux plus de la pluie, moi, au passage. Donc vivement qu'on n'en ait plus. Et si jamais on m'apporte plus de précision là-dessus, j'en serais ravi. Guillaume, un autre cas d'usage assez bluffant de l'intelligence artificielle. On avait parlé de manière de dessiner et puis voilà que ça te fasse des conceptions un peu plus évoluées sur la base du dessin un peu fait à l'arrache. Là, il est question carrément, Guillaume, de coder des interfaces, des véritables applications simplement en les dessinant, en disant ce qui va se passer, ce qui doit se passer, un peu comme un brief en fait, hein, mais au lieu de faire un brief à un développeur, tu fais un brief à une intelligence artificielle. C'est impressionnant. Vrai. À la sortie de GPT-4, on avait eu en avant-première des démos des capacités multimodales, hein, qui avaient été finalement disponibles que bien plus tard. Enfin, bien plus tard, quelques mois, donc c'est une éternité, hein, pour l'ActuTech. Et donc, une des démos, une des plus folles, hein, c'était GPT-4 qui voyait un croquis pour l'interface d'une appli, ou d'un site, je sais plus vraiment d'ailleurs, et qui donnait le code, hein, pour faire cette interface. Dans l'occurrence, Make It Real va encore plus loin, puisqu'il produit carrément des applications fonctionnelles à partir de schémas. Donc, il le fait en utilisant CSS, et JavaScript tout simplement, et HTML, et donc vous faites des dessins approximatifs donc, de ce que vous voulez que ça fasse. Vous avez en gros une interface web avec des outils de dessin vectoriel pour le coup qui sont assez simples, et voilà, donc il y a 2 démos vidéo. Dans la première on commence d'où, hein, on a une interface de dessin vectoriel, et on s'en sert pour faire le schéma d'un... Alors c'est un bouton avec un champ de saisie, un truc relativement simple en fait. Et donc on fait ça, et effectivement ça nous donne du code qui est d'ailleurs directement exécuté sur le site. Et puis on itère là-dessus, c'est-à-dire que c'est un canevas infini, et puis vous itérez là-dessus, c'est-à-dire qu'il vous donne une première réponse, après vous dites ce que vous voulez changer, et puis il vous fait une deuxième itération, puis vous dites à chaque fois ce que vous voulez changer pour avoir le produit final. Donc là, évidemment, c'est pas forcément si impressionnant que ça, parce que évidemment n'importe quel Visual Studio machin a un éditeur d'interface, de toute façon. Donc c'est pas incroyable, mais là c'est conversationnel, donc si tu veux changer un truc, tu suffit donc de lui écrire. Ça je veux ça en bleu, tu écris je veux ça en bleu, tu lui fais une flèche qui montre quel élément tu veux en bleu, et boum, t'as ton truc en bleu. Et la seconde est plus impressionnante quand même, puisque là en fait, bon, effectivement, pareil, tu traces une interface, là c'est pour un minuteur, donc c'est quand même vraiment quelque chose de simple, mais à côté, tu traces un graphique de comment tu veux qu'il marche. Donc là, c'est juste, c'est un automate fini, hein, avec les boutons stop, start, voilà, si tu appuies sur stop, etc., tu vas tel état, tel état, tel état. Et donc, rien qu'avec ce schéma des états, des divers états du minuteur et l'interface du minuteur, ça te donne une application web, donc fonctionnelle, de minuteur. Et il y a un tweetos qui s'est amusé à faire un jeu alors c'est pas un jeu de Pong, c'est un jeu de casse-briques. C'est un jeu de casse-briques complet en itérant comme ça. Donc il a fait des dessins, et il a utilisé le langage naturel, et puis des dessins pour, je veux le casse-brique avec le score là, je veux la raquette comme ça, etc. Sur une dizaine d'étapes, il a eu un jeu fonctionnel. Alors c'est en démo d'ailleurs, si vous avez une clé OpenAI pour GPT-4, vous pouvez tester vous aussi. Alors ça reste assez cher parce qu'évidemment il fait des appels à GPT-4 plein, donc du coup à chaque fois vous payez. Donc ça reste assez cher pour le moment, mais c'est vrai que ça préfigure clairement toute une génération d'outils no-code qui pourront aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, on peut même penser que d'ici quelques années, peut-être avant, on pourra faire des applis complètes, des applis mobiles, des jeux mobiles complets, uniquement en décrivant petit à petit ce qu'on veut, en itérant petit à petit, en écrivant juste en langage naturel ce qu'on veut.
Je voudrais être sûr de comprendre le lien avec TLDraw que j'ai découvert. C'est le même développeur ou c'est l'application qui a servi à faire la démonstration? En fait, TLDraw, hein, c'est un espace de type tableau blanc sur lequel on peut se connecter en ligne. En fait, enfin, tu vas sur TLDraw et puis tu peux tout de suite lancer ton espace de crayonné. Je trouve ça hyper pratique et j'ai longtemps cherché un outil qui soit aussi facile à accéder qu'un nouvel onglet de navigateur. J'ai pas compris si c'était le même développeur qui avait fait ça. Ou, en fait, d'après ce que j'ai compris, TLDraw donc produit cette espèce de tableau blanc infini comme ça que tu peux utiliser comme tu veux. Ouais. Et le truc, c'est que l'idée, ça c'est donc un projet en fait, hein, c'est une alpha, ça, hein, c'est une sorte de proto quelque part. Ce serait d'augmenter les capacités de ce tableau blanc en les rendant actifs, c'est-à-dire en pouvant les utiliser pour créer des applications, quoi. Ok. Et en sachant que voilà, TLDraw, c'est sur GitHub. Si jamais vous avez envie de vous installer votre tableau blanc et le mettre à disposition, ça peut être très cool. Allez, des histoires, Guillaume, de droit d'utilisation mixées à de l'intelligence artificielle sur YouTube. Oui, bon, on se fait donc un petit tunnel son et IA, donc audio et IA, en commençant par YouTube qui va déployer une nouvelle fonction qui s'appelle Dream Track et qui permet de faire de la musique générative. Oui, juste avec un prompt, donc, où en fredonnant un air, vous pourrez faire une musique, hein, une musique qui a de la gueule et qui dure 30 secondes et qui sera dans le style, qui peut être dans le style d'un des 9 artistes différents qui ont fait un partenariat avec Google. Donc ça veut dire que c'est totalement légal. Donc vous pourrez avoir le style de, alors Alec Benjamin, Charlie XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain et Troye Sivan. Je me sens très vieux tout d'un coup. Je connais pas seul. Je me sens très très vieux. Enfin bon, tous ces gens donc ont signé un accord, aucun problème de copyright, hein, si vous diffusez vos œuvres fredonnées massivement via un short, puisqu'en fait c'est vraiment la cible, c'est vraiment les shorts YouTube, hein, clairement. Donc DreamTrack utilise le modèle Lyria de Google, et donc ils s'implémentent aussi par-dessus leur filigrane maison. Hein. Donc c'est une signature qui permettra de repérer les morceaux génératifs. Donc la méthode de watermarking de Google, qui s'appelle SynthID, a été déclinée en version audio. Donc le morceau en fait est converti en spectrogramme, donc ça fait une image, hein, qui est lui-même marqué d'une manière robuste, hein, contre les modifications les plus courantes. Bon, alors évidemment, il faudra voir en pratique, hein, à quel point c'est facile de le virer ou pas avec un peu d'astuce, ça l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, YouTube est clairement à fond dans les fonctions d'intelligence artificielle, il tente de ménager simultanément ses liens avec les producteurs, évidemment, ce qui n'est pas forcément évident. Il peut pas empêcher les gens de s'amuser avec des IA génératives de toute façon. Donc ils essayent de contrôler ça et de rendre ça le plus légal possible, à grands coups de contrats et de nouvelles règles aussi, comme par exemple celle qui oblige toute production synthétique à être signalée comme telle. Puis c'est bien normal d'être considéré comme tel, après tout. Et bien sûr, rien n'est simple, évidemment, parce que déjà ça pose des questions sur ce qui est synthétique. Étant donné que de plus en plus d'outils sur les plateformes et les téléphones permettent, ou permettront, hein, de modifier en profondeur les photos de manière réaliste, il y a déjà les fonctions magiques du Pixel 8 hein, qui vont devenir la norme. Alors qu'est-ce qui est synthétique ? Poster une photo où tout le monde sourit, alors que c'est jamais arrivé, est-ce que c'est mentir ? D'après Google, non. Les modifications qui reviennent à accélérer finalement un processus naturel, hein, un processus qu'on pourrait faire soi-même en prenant juste plus de clichés pour avoir le même résultat, ne comptent pas. Après tout, en prenant plus de photos, tu peux effectivement faire la sélection et puis bon, finalement, tu peux avoir un cliché même où tout le monde sourit. Donc ça va. YouTube, pourtant, dit explicitement que si vous postez une image qui montre de manière réaliste un événement qui n'est jamais arrivé, il faut le stipuler. Or, techniquement, c'est jamais arrivé que tout le monde sourit en même temps. Si je déplace un peu le gars qui saute sur une photo, on peut penser qu'il saute plus haut, ou au-dessus de quelque chose de dangereux ou de dégueulasse, alors que c'est jamais arrivé. Donc il va y avoir énormément de photos qui devront être flaguées synthétiques en réalité à l'avenir. Énormément. Et sans même peut-être que les gens en aient conscience. Ça va être très très difficile à faire appliquer comme règle, ça. C'est pas gagné, on sent qu'on essaye de débloquer des vrais puzzles dans cette histoire. Stability AI, Guillaume, qui veut peut-être se faire un petit peu le OpenAI de la semaine à son humble niveau, qui perd lui aussi une personne emblématique de son côté. Oui, YouTube tente des trucs, mais le souci de copyright, effectivement, tous les soucis de copyright sont pas du tout résolus. Évidemment, ni pour les images, ni pour le son. D'ailleurs, certains sont tiraillés par leur éthique personnelle.
à ce sujet, puisque le vice-président du département audio de chez Stability AI vient de partir. Donc c'est Ed Newton-Rex qui n'est pas d'accord avec la position de Stability AI, qui estime que les données qui servent à l'entraînement des modèles est un usage raisonnable pour donc la direction, mais pas pour lui. Puisque ça rentrerait pour Stability AI officiellement, ça rentrerait dans le cadre du fair use, donc ça serait légal, il n'y a pas de problème. Stability fait dans la musique générative via Stable Audio, donc c'est le site que vous pouvez tester d'ailleurs gratuitement. Mais après vous pouvez pour générer des trucs plus longs il faut s'inscrire. Stable Audio c'est entraîné bien sûr sur des milliers d'heures de musique de toute provenance et pas que du domaine public. C'est même certain, il y a du copyrighté là-dedans aussi. Et c'est pour ça que Ed s'en va. Donc il dit, les modèles génératifs d'IA d'aujourd'hui peuvent clairement être utilisés pour créer des œuvres qui concurrencent les œuvres protégées par le droit d'auteur. Donc je vois pas comment ça pourrait être considéré comme du fair use. Et il renchérit, des entreprises valant des milliards de dollars entraînent sans autorisation des modèles d'IA génératifs qui sont ensuite utilisés pour créer des nouveaux contenus qui peuvent rivaliser avec les œuvres originales. Bon, c'est aussi l'opinion de pas mal d'artistes. Alors évidemment, c'est pas du tout l'opinion dominante chez Stability, ni même dans la Silicon Valley en général, on a parlé. Donc c'est des questions qu'on continue de suivre évidemment et qui pourront être partiellement résolues par des lois, éventuellement des régulations ou des gros procès. Et bon, vu comment les régulations démarrent vraiment pépère, ce sera plutôt par des gros procès. On sent qu'on va en avoir une belle palanquée qui va arriver. Du traitement du son par intelligence artificielle également, du côté de chez Adobe, Guillaume. Ouais, on n'avait pas reparlé, mais la dernière chanson des Beatles est sortie, ça y est, Now and Then, avec John Lennon, donc, et ça a été rendu possible par des nouveaux outils d'analyse audio, de traitement audio, qui ont permis d'isoler la voix de John sur une vieille cassette pourrie. L'enregistrement était atroce, il y a eu on l'a entendu, il y a eu des démos, l'enregistrement était atroce, il y a encore 5 ans, je pense qu'il aurait été vraiment impossible d'en tirer quoi que ce soit. Wow. Parce qu'éliminer les bruits de fond, pour avoir la voix, c'était perdu d'avance. Mais on n'est plus il y a 5 ans, et désormais, les technologies audio qui permettent d'isoler les sons, les sons les uns des autres dans des enregistrements, ça existe, et ça va même devenir mainstream, sous peu, puisque Adobe a un projet qui s'appelle AudioLift, et qui fait exactement ça. Il reconnaît les diverses composantes d'un clip audio, et il permet de les séparer. Donc si le clip contient une foule qui applaudit, une personne qui parle et un gamin qui rigole, donc vous pouvez l'envoyer donc à AudioLift et récupérer les enregistrements propres de chacun de ces sons simultanément, complètement isolés. Ouais. Donc c'est un peu comme une segmentation sur une image, où l'algo va délimiter les pixels sur une table, un pot de fleurs, un canapé, etc. Mais c'est pour l'audio. Donc il y a reconnaissance déjà des divers sons, puis séparation et reconstruction de ces sons, parfaitement isolés les uns des autres. Alors, la démo est bluffante, alors pour l'instant il n'y a pas de sortie publique, néanmoins pour l'instant c'est juste un projet, mais c'est l'algo probablement le plus évolué à ce jour, je pense, parce qu'il y a une grande diversité de sons qu'il peut reconnaître et isoler. Il y a déjà des services qui proposent d'isoler des voix du reste, mais lui il fait plus que ça, c'est-à-dire que si tu peux lui dire isole l'oiseau de la voix de la foule, tu vois, et il comprendra. Donc en fait, il reconnaît plus de types de sons et qui peut effectivement séparer comme ça. Et finalement, t'as plus besoin. C'est comme si t'avais plus besoin de multipiste. Tu peux faire du multipiste a posteriori avec une seule piste. Puisque de plus en plus, d'ailleurs, ça va dans une mouvance où tu as des données brutes, comme des photos normales en 2D, ou des vidéos, ou du son normal, qui deviennent éditables, comme si c'était sous format professionnel, tu vois, comme si tu avais une photo sous Photoshop avec divers calques où tu peux déplacer les sujets, là tu peux le faire, mais t'as pas besoin de calque, en fait, tu peux le faire quand même. Et c'est pareil pour le son, quoi. Au lieu d'avoir les pistes de chacun des éléments, tu peux faire du multipiste comme ça après, quoi. Donc c'est fou, ça. Alors faudra voir quand même, évidemment, pour la qualité du rendu, si c'est compatible avec du pro, du studio, mais c'est vrai que ça simplifiera quand même la vie de pas mal de monde, mais ça évite aussi beaucoup de matos, quoi. Donc c'est assez fou. Ça me donne des idées, Guillaume. Je sais pas si tu te rappelles, quand on était tout petit, on s'enregistrait sur des enregistreurs cassettes, on parlait de la tech et comme ça, l'été notamment, dans les années 90, etc. On devrait récupérer ces cassettes, on pourrait peut-être les diffuser en podcast. Ce serait rigolo, ça. Quelle bonne idée. Le GPT à votre écoute, Guillaume, c'est Qwen Audio. Oui, Qwen, c'est un modèle chinois open source déjà, donc c'est un LLM qu'on peut tester chez soi, d'ailleurs, qu'on peut télécharger, qui est remarquablement efficace pour sa taille. Enfin, en fait, c'est même une famille, donc il y a plusieurs tailles donc de modèles, qui s'est créé par Alibaba,
Et ils viennent d'avoir un petit cousin, cette famille, dans cette famille, il s'appelle Qwen Audio. Et c'est un modèle multimodal, alors comme GPT-4, qui est multimodal, mais cette fois c'est pour le son. Donc au lieu qu'on puisse lui envoyer une image comme prompt, comme avec GPT Vision, on peut lui envoyer du texte et de l'audio. Donc c'est comme si on voulait un fichier Wave, tout simplement, en plus du texte. Et il pourra traiter cet audio exactement comme le texte, sur un pied d'égalité, ce sera un prompt pareil, et il pourra générer la réponse à partir de ça aussi. Donc on peut lui demander par exemple de transcrire de la voix, de la traduire, de dire quel sentiment est dans la voix, est-ce que c'est la personne qui parle est triste ou joyeuse, est-ce que il peut aussi reconnaître les divers sujets, par exemple s'il y a un oiseau, s'il y a une tondeuse à gazon, ou s'il y a une chanson de Kenji Girac en fond, il pourra te dire éteins la radio s'il te plaît. Il est principalement bilingue anglais-chinois, et il peut donc faire tout ça aussi dans une langue, aussi bien dans une langue que dans l'autre. Donc c'est évidemment puisqu'il est d'origine chinoise chez Alibaba. Et ce qui est assez dingue, c'est que Qwen, qui est donc un LLM, donc un grand modèle de langage, qui comprend quand même à la fois du texte et du son, il est finalement tout petit. Il fait moins de 8 milliards de paramètres. Et il se base sur un modèle qui est purement textuel, qui s'appelle Qwen 7B, qui est lui figé, et on lui rajoute un encodeur audio, et on modifie donc le tokenizer, donc pour qu'il comprenne la nouvelle modalité. C'est-à-dire, il faut bien encoder, si tu veux, l'audio pour qu'il puisse le comprendre. Ensuite, on l'entraîne donc. Alors, l'encodeur, c'est un réseau à part en réalité. C'est un réseau qu'on entraîne finalement à bien se comporter avec Qwen finalement pour qu'il puisse lui faire comprendre l'audio, quoi. Donc, l'encodeur, c'est un réseau supplémentaire, c'est une sorte de greffe qu'on fait à Qwen. On par-dessus, on lui greffe un autre réseau de neurones pour qu'il puisse comprendre l'audio. Et évidemment, on lui modifie le tokenizer, qui est un petit peu le capteur, quoi. Donc on lui modifie le tokenizer pour qu'il puisse comprendre tout ça. Et après, on fait un petit fine-tuning du modèle pour bien que ça aille tout ensemble. Et bon, au final, donc un petit entraînement supplémentaire. Et donc au final, on a un petit machin de 7,7 milliards de paramètres qui est capable de comprendre directement le langage parlé. Et ça, c'est assez dingue parce que ça préfigure sans aucun doute des modèles qui seront vraiment multimodaux pour bientôt. Alors des modèles qui pourront directement parler avec vous, par exemple. Donc on sait d'ailleurs que Gemini, le prochain gros modèle de Google, alors il était prévu pour la fin d'année, il devrait arriver l'année prochaine finalement, et il sera multimodal, vraiment multimodal, entre guillemets, d'après Google, mais peut-être pas au début. Donc il va probablement commencer comme un gros modèle de texte qui sera concurrent directement de GPT-4, et après il va passer en multimodalité si on en croit Google. En fait, alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, parce qu'on peut déjà discuter avec GPT. Avec ChatGPT. On peut aussi lui montrer des trucs avec l'appli, vous téléchargez l'appli sur ChatGPT, vous pouvez lui montrer des trucs, vous pouvez lui parler de vive voix et il vous répondra. De vive voix aussi. Mais le modèle, en réalité, n'a pas de modalité sonore, pas de modalité audio. Il fait juste du texte et de l'image. En l'occurrence, GPT-4 comprend pas le son. Quand vous lui parlez, votre voix est convertie en texte par un autre modèle, par un autre réseau de neurones qui s'appelle Whisper, qui est complètement séparé. Ensuite, ce texte, donc, il est utilisé par GPT-4 pour générer une réponse en texte. Et ensuite, le texte est transformé en voix. Il y a un synthétiseur vocal qui est en fait un troisième modèle qui est aussi complètement séparé. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand vous parlez avec un humain. Un humain écoute directement votre voix et il produit directement du son. Et c'est comme ça qu'il est aussi capable de percevoir tout le contenu non verbal. C'est-à-dire toutes les intonations, la vitesse à laquelle vous parlez, votre débit, le ton général du message, mais aussi tous les autres signaux, les soupirs, les rires, les bafouillements, la toux, etc. Et tout ça, évidemment, GPT-4 n'en a absolument pas conscience, puisqu'il passe forcément par l'intermédiaire du texte. Donc un modèle qui est vraiment multimodal, qui est vraiment de base entraîné avec de l'audio aussi, il pourra saisir directement la voix et toutes les infos supplémentaires. Il pourra lui-même les synthétiser d'ailleurs. Toute cette complexité, il pourra aussi la synthétiser. Dans ses réponses en plus, et ça pourra l'humaniser énormément. Ça humaniserait encore beaucoup plus ses interactions avec le chatbot. Imagine une IA qui pourrait faire passer des émotions dans le ton de sa voix, qui pourrait synthétiser des rires, qui soupireraient d'ennui ou de désir. Et ça, c'est sans doute la prochaine étape. Surtout que les modalités ne sont pas isolées les unes des autres. C'est-à-dire qu'une fois que tu encodes les modalités, que ce soit des modalités visuelles, des images ou de l'audio, ou même encore d'autres modalités qui pourraient arriver avec des robots, des choses comme ça, une fois que vous les encodez, elles sont envoyées dans un espace unifié. Et après, le modèle multimodal peut faire des liens entre elles. Donc les multimodalités, les modalités en fait ne sont pas séparées dans l'esprit entre guillemets du modèle. Elles se nourrissent les unes les autres. Ce qui fait qu'on peut avoir des modèles qui sont encore plus puissants et qui peuvent synthétiser une masse de connaissances encore plus unifiées, si tu veux. Ah bah écoute, c'est réjouissant.
Justement, en parlant, alors peut-être, je sais pas, il va peut-être falloir y faire un lien, multimodalité. On a des infos relatives à l'entraînement de DALL-E 3 qui se serait appuyé. C'est un peu un côté consanguin cette histoire, éduquée par GPT-4, Guillaume. Et oui, alors il était temps, il y a un article de recherche sur la création de DALL-E 3 qui est enfin sorti, parce que le service est disponible depuis un petit moment, et on n'avait pas jusqu'à présent d'infos sur sa création, proprement dite, à la différence de Stable Diffusion. DALL-E n'est pas du tout open source, et bon, on n'en savait pas grand-chose finalement, sinon que c'était un modèle de diffusion, un peu comme les autres. Donc c'est un modèle qui a une qualité remarquable, clairement, qui fait des productions magnifiques, mais c'est pas vraiment ce qui le distingue finalement DALL-E 3 des autres, c'est plutôt son étonnante capacité à comprendre des prompts très complexes et à restituer très justement ce qu'on lui demande, même quand on donne beaucoup de détails et qu'on veut des situations, des compositions qui sont compliquées. C'est même à se demander comment c'est possible en réalité. Et comment DALL-E fait aussi pour s'entendre aussi bien avec GPT-4, parce qu'on peut carrément avoir une discussion avec GPT-4 et produire en collab avec lui, tranquille, des images via DALL-E 3. Les images qu'on veut, on peut itérer autant de fois qu'on le désire, le faire des allers-retours, lui demander de changer ceci ou ça, et c'est impressionnant. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à la concurrence. Donc, pourquoi DALL-E 3 et GPT-4 s'entendent comme cul et chemise ? Eh ben, ça serait parce que GPT-4, c'est un petit peu le papa de DALL-E 3. Alors, j'exagère beaucoup, disons que c'est le beau papa. Enfin, disons qu'il a contribué à son éducation. Voilà, c'est un voisin bienveillant, je sais pas, un truc comme ça. Ça marche bien. Okay. En tout cas, les auteurs se sont rendus compte que, les auteurs de l'article, du rapport, se sont rendus compte que un des points faibles des générateurs d'images actuels, c'était en fait les descriptions des images. Parce que tous les générateurs, de Stable Diffusion, Midjourney, tout ce que tu veux, ils sont entraînés sur des milliards de paires images-descriptions, donc des légendes, de ce qu'il y a dans l'image. Et en fait, ces descriptions des images, qui sont évidemment vitales pour que le modèle puisse faire le rapprochement entre une image et un texte, elles sont faites par des humains, et en règle générale, ces humains visent l'efficacité, voire font ça à l'arrache. Donc on a des descriptions qui sont souvent courtes, synthétiques, qui sont à base de mots-clés, même souvent. Oui, c'est vrai. Qui sont peu descriptives, c'est pas des descriptions longues et détaillées de ce qu'il y a dans l'image. Du coup, le modèle de génération, il peut pas vraiment se faire une image très précise des images qu'il voit. Et c'est sans compter le nombre de descriptions fausses, d'ailleurs, qu'il y a aussi dans les datasets. Des erreurs, tout simplement. Donc, pour pallier à ça, les chercheurs d'OpenAI ont fait refaire les descriptions des images de leur set d'entraînement par GPT-4. GPT-4, qui est une véritable commère, qui arrête pas de parler. Alors lui, tu l'arrêtes plus. Et donc, c'est lui qui va détailler longuement chaque image pour DALL-E 3. Et donc, il va lui expliquer comme ça, au coin du lit, avant de s'endormir. Tu vois, mon petit, ceci est un chat avec un bol de croquettes. Il a un bol d'eau à côté. Il a le poil soyeux. C'est exactement ça. Il a fait ça pour DALL-E 3 sur des plein d'images. Donc, pour bien qu'ils comprennent ce qu'il y a dedans. On espère qu'il l'a bien fait, du coup. Écoute, il l'a plutôt bien fait parce qu'ils ont testé, évidemment, quand même. Et ils se sont rendus compte que, d'une part, effectivement, la qualité du dataset, la qualité des descriptions était déterminante pour avoir des bonnes productions. Et après avoir augmenté les descriptions avec GPT-4, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé GPT-4 Vision pour vérifier que les images que produisait DALL-E 3 étaient bien conformes aux descriptions. Du coup, il a été aussi, qu'il a vérifié en coup, il a fait un contrôle, tu vois. Il a fait une leçon, après il a fait un contrôle. Et du coup, les performances de DALL-E 3, pour résumer, et comme souvent, ça vient d'un dataset finalement de très haute qualité. Et ce dataset est à 95% synthétique. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les descriptions. 95% des descriptions qu'il y a dans le dataset de DALL-E 3 sont synthétiques, elles ont été générées pas par des humains, mais par un modèle de langage. C'est marrant quand même. La boucle commence à être sacrément bouclée, je trouve. On va continuer à parler, Guillaume, de Stable Diffusion. C'est ton petit chouchou. Oui, j'en peux plus d'ailleurs, c'est épuisant à force. On a même plus le temps de faire... ça, t'adores. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, j'avoue. mais c'est vrai qu'on a même pas le temps de faire la moindre prospective. Je veux dire, tu prévois un truc que tu vois arriver, je sais pas, à moyen terme, tu vois, et la semaine d'après, boum, c'est fait. C'est une catastrophe. J'ai à peine le temps de suivre. Regarde, tu te souviens, la semaine dernière, on parlait de LCM. Donc c'était une nouvelle manière d'accélérer la génération d'images avec Stable Diffusion, à un point qu'on pouvait entrevoir une génération en temps réel. Disons, on pouvait entrevoir une génération en temps réel avec des outils interactifs, comme un Photoshop moyen. Et ben c'est fait. Ça y est. C'est pas drôle. Il y en a deux. Il y a donc il y a Fal.ai, Fal.ai, qui permet de générer en temps réel une image à partir d'un croquis moche, façon Paint. Et dans le même style, il y a Crea.ai qui fait ça aussi. Bon, c'est des services web, il faudra pas attendre très longtemps pour que ça arrive sur un PC en local, si vous avez une carte graphique suffisamment puissante. Et bon, pour bien enfoncer le clou,
et être bien sûr que le temps réel, c'est définitivement l'avenir de la génération d'images, et de vidéos, sans doute un jour, hein, figure-toi qu'il y a encore plus fort que les LCM, il y a le UFOGen. Alors, UFOGen, lui, il met pas 20 itérations, 15 itérations, 4 itérations de calcul pour générer le truc. Il met une itération. Voilà. Donc évidemment, si on le prend comme ça, voilà, c'est plié. Alors UFO, c'est parfait, UFO, c'est parfait pour un nom de modèle qui vient de l'espace, carrément, parce que c'est incroyable. En fait, ça veut dire pas du tout la même chose, ça veut dire You Forward Once. Il faut. Et parce qu'en fait, on fait tout en une fois. Donc, Forward Once. Alors, les LCM, donc c'était Latent Consistency Model, c'était une sorte de raffinement du processus de diffusion, enfin de diffusion inverse. C'est-à-dire le principe de diffusion inverse, c'est de réduire le bruit petit à petit d'une image pour passer d'un bruit complet à une image jolie. Donc, le principe de réduire le bruit est assez intuitif, hein, mais mathématiquement, évidemment, il se formule de manière pas si simple, hein, et en fait, ça ouvre ça ouvre quand même la voie à pas mal d'optimisation subtile. En fait, on manipule des probabilités, et on veut passer d'une distribution de probabilité simple à une distribution de probabilité complexe. Distribution de probabilité simple, c'est le bruit. C'est une distribution de probabilité simple parce que, en fait, il y a pas grand chose de, enfin, il y a pas grand chose de beaucoup plus probable qu'autre chose, quoi. Tu vois, c'est très probable d'avoir du bruit est toujours du bruit, quoi. La distribution complexe, c'est une image. Parce que si tu tires une image au hasard, c'est très 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 peu probable que ce soit celle de Shiba, tu vois. Donc, il y a, voilà, distribution de probabilité beaucoup plus complexe. Alors, rajouter, en gros, ça veut dire que tu rajoutes de l'information petit à petit, en gros, en plusieurs étapes, que tu te déplaces dans un espace de probabilité, enfin, de loi de probabilité, sur un flux de probabilité. Et on peut le faire de manière plus ou moins efficace, du coup. Parce qu'il y a des degrés de liberté, en quelque sorte. Et le truc des LCM, c'était d'accélérer sur ce flux en prenant la tangente, quelque part. C'est-à-dire en se projetant au bord du flux. En très très gros, parce qu'évidemment, comme on est dans l'optimisation, on commence à raffiner vraiment, et ça devient techniquement de plus en plus chaud, quelque part. Donc LCM, c'était un raffinement des modèles qu'on a déjà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pouvait utiliser en LoRa, un adaptateur, hein, pour adapter la méthode sur n'importe quel modèle existant. UFOGen, lui, est différent, parce que il rappelle une vieille connaissance, il utilise des GAN. Alors les GAN, historiquement, c'est même eux qui ont commencé en fait la génération d'images. Donc on se souvient de StyleGAN et de la génération de visages, on en a reparlé encore il n'y a pas longtemps dans l'épisode hebdomadaire, hein, donc ces générations de visages dont Dispersed Does Not Exist et tout ça, c'était des GAN qui les faisaient. Et les GAN sont entraînés en deux parties. Donc il y a un réseau qui génère des trucs et un réseau qui critique ce qui est généré. Alors chaque réseau a un but du coup qui est antagoniste à celui de l'autre. Donc le premier doit abuser le second, et le second doit détecter qu'on l'abuse. Alors, les GAN, une fois entraînés, c'est très efficace, et c'est très rapide, mais c'est très difficile à entraîner. Parce qu'en fait, comme ils vont toujours par deux, comme les sites, la convergence de la force doit en fait être un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre qui doit voilà. Et ça, en fait, cet équilibre-là entre les deux réseaux, il est très dur à atteindre en général. C'est pour ça qu'il n'y a aucun modèle qui génère des images actuellement qui soit des GAN, et que tout le monde fait de la diffusion. Parce que faire converger des GAN, c'est la galère. Alors, presque tout le monde, parce qu'en fait, chez Google, ils veulent avoir le meilleur des deux mondes. Donc c'est une recherche de Google, UFOGen. C'est ambitieux. Donc ils veulent faire de la diffusion, mais avec des GAN. Alors le but, c'est de faire de la diffusion avec un denoiser, le réseau qui débruite les images petit à petit. Ce denoiser, en fait, il est entraîné comme un GAN. Alors déjà, ça, c'est chaud, parce que c'est un GAN, hein, et donc ça converge mal. Mais ils y arrivent quand même, et ils arrivent à avoir une convergence qui est très rapide, et qui se passe autour de 4 étapes. Et donc c'est un peu comme les LCM, quelque part. Donc c'est une image qui commence à être jolie à partir de 4 itérations. Et après, je comprends plus rien. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, j'avoue que tu m'as largué déjà il y a quelques secondes déjà, Je comprends que dalle. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Parce que je pensais en fait qu'il était indispensable de réintroduire l'information petit à petit. Mais bon, là apparemment, même si le GAN est bien entraîné, alors, le GAN lui-même, il est vraiment entraîné sur plusieurs étapes à débruiter. Mais par contre, quand il fait à l'inverse, il arrive à le faire en un coup et ça reste potable. Bon, c'est magique, je sais pas. En tout cas, ça a le potentiel d'être plus rapide encore que les LCM. Alors j'ai dit potentiellement parce qu'en réalité, l'unique itération en question, elle est 3 fois plus longue qu'avec un sampler standard, comme le DPM. Mais il en faut qu'une. Donc le LCM aussi est un peu plus long, mais il en faut que 4. Donc à voir, à suivre si UFOGen est compétitif en termes de compromis, vitesse, qualité, etc. Mais bon, on voit quand même vraiment qu'il y a une profusion de concurrence et de sophistication maintenant sur la génération d'images qui devient assez incroyable. Et bon, oui, on arrive à des trucs qui étaient impensables pourtant à l'époque où ça a commencé. Moi, quand j'ai commencé, il me fallait 30 secondes pour générer une image. Aujourd'hui, c'est du temps réel.
Il va falloir que tu préenregistres cette phrase tu sais, qui met en lumière ce qui se passait il y a quelques semaines, quelques mois, et de voir que tu es toujours bluffé. Parce que décidément, les épisodes se succèdent et à chaque fois, on se retrouve à être bluffé. Est-ce qu'on va être bluffé dans le domaine du porno cette semaine, Guillaume ? Bon, pas vraiment, mais c'est vrai qu'on avait parlé de CVTI. Non, puis moi je suis blasé, tu sais. Mais bon, bref, j'en ai tellement vu. On avait parlé de CVTI la dernière fois, donc site fort utile, du coup, pour trouver des modèles pour Stable Diffusion, des modèles de toute nature, avec tout type d'aptitudes, y compris tout type de penchants coquins, quand même. Plus encore, depuis quelques mois à peine, CVTI permet de générer directement des images sur son site, et ils ont mis en place un système de contrat. On avait parlé pour rémunérer les gens qui produisent des modèles pour d'autres gens. Ce qui avait évidemment pas manqué de poser des gros problèmes quand c'est pour générer du porno consensuel, que ce soit avec Margot Robbie ou Sylvie de la Conta, c'est pareil, c'est problématique. Mais ce qui est rigolo, en quelque sorte, c'est que ça semble pas gêner du tout Andreessen Horowitz. Donc le fonds de capital risque va mettre 5 millions de dollars dans CVTI, qui est effectivement un site en forte croissance, avec un fort potentiel. Bah, donc Andreessen Horowitz, c'est le nom des deux fondateurs. Andreessen, c'est deux anciens de Netscape, en fait, Mark Andreessen et Ben Horowitz. Et bon, ils se font appeler aussi A16Z, A16Z. Voilà, c'est leur... Bon. Et ils se font appeler comme ça, et ce sont des serial investisseurs qui ont déjà soutenu un petit peu tout le monde dans la Silicon Valley, Facebook, Lyft, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Donc le transfert de fonds n'est pas encore officiel, au moment où on enregistre, mais il semble que ça soit très très probable, quasi acté. Et puis bon, c'est vrai qu'après la news de la semaine dernière, on se demandait, mais quand même, je veux dire, ça va être compliqué, ils vont se prendre des procès dans la tronche et tout. Bon, je trouve que c'est assez cocasse de voir que, justement, au même moment, Andreessen Horowitz va à fond dedans, c'est quand même rigolo, quoi. On continue à parler de Google, qui cette fois-ci voudrait te vendre, Guillaume, nous vendre des produits qui n'existent pas. Compliqué tout ça. Écoute, SGE, la nouvelle recherche générative de Google, va aller encore plus loin pour vous. Elle va faire du fantasy shopping. Alors, on connaissait le fantasy football, sans doute. Et bientôt, on pourra aussi faire du shopping avec Google sur des produits qui n'existent pas, qui sont générés à la demande. À quoi ça sert ? Alors, je suis un peu sévère exprès, mais bon... une fois que le produit... Ouais, je suis un petit peu sévère quand même, parce qu'effectivement, évidemment, une fois que le produit imaginaire est généré, Google se débrouille pour te trouver un produit réel qui s'approche de ça, pour que tu puisses enfin dépenser ton argent en flinguant la planète. En plus, la démo, c'est vrai qu'elle donne envie quand même, puisqu'elle montre comment générer des images de blousons bariolés, très colorés, et métallisés, qui seront associés à des produits réels, qui seront presque aussi moches que ceux que l'IA te fait miroiter. Bon, encore une utilisation super pertinente de multiples teraflops et gigawatts de puissance de calcul. Surtout qu'il n'y a pas vraiment besoin d'IA pour te faire acheter des merdes en plastique à la tonne. Je veux dire, les Chinois l'ont bien compris, d'ailleurs. Eh ben écoute, merveilleuse idée de la part de Google. On clôt un petit peu d'ailleurs le sujet des intelligences artificielles et des algorithmes. On va continuer à parler de plateformes avec Spend Guillaume like a millionaire. Eh oui, c'est le slogan de Temu, cette pub qu'ils avaient achetée pour Temu, le Super Bowl. Chine. Incroyable, oui, Temu qui avait donc dépensé une fortune totale pour ce spot au Super Bowl, je sais plus lequel, je crois que cette année ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin bon, c'est vrai que c'est pas un sujet que j'apprécie particulièrement non plus, mais bon, c'est vrai que c'est une tendance forte dont on peut parler. Il y a une suite d'articles assez intéressantes là-dessus dans Rest of World. La Chine devient un poids lourd du e-commerce, et je veux dire de la vente en direct. Au point que d'ailleurs que si j'étais Amazon, je commencerais quand même vraiment à me faire du souci. Peut-être pas tant que ça, en fait, c'est vrai que c'est très dur à dire. Alors, ça vous aura pas échappé, quand même, aussi bien Temu, que Shein, que TikTok Shops. Ça pullule sur les réseaux sociaux, ces pubs, c'est ahurissant. Ils ont des moyens de publicité qui sont absolument dingues. Complètement, et en plus, ils ont fait une entrée remarquée dans les habitudes des Occidentaux partout, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe, en France, bien sûr. Ça date que de quelques années, même depuis quelques mois, je crois, pour Temu. Oh, c'est pas très très vieux. L'arrivée de Chine ne date pas d'il y a un an, et on l'a vu fleurir dans les discussions familiales. Combien de fois j'ai entendu les nièces et oncles et tantes parler de « je l'ai eu sur Chine » pour rien du tout. Tu te rends bien compte ? Oui, c'est dégueulasse d'un point de vue écologique, mais c'est tellement pas cher, Guillaume. Ben oui, mais c'est un vrai souci, et c'est vrai que tout ensemble, en plus, ces marques redéfinissent le commerce en ligne, et pas forcément pour le meilleur. Shein et Temu sont en croissance constante, c'est plus de 200 et presque 150 millions d'utilisateurs mensuels chacun, donc respectivement pour Shein et Temu.
Et c'est une vraie nouveauté, parce que le Made in China, c'est pas nouveau, ça, évidemment, hein. Mais jusqu'à il y a pas si longtemps, les Chinois ne vendaient pas en direct. Ils étaient plus dans la fabrication, mais pas dans la vente de détail. Là, ils veulent redéfinir ce que ça signifie, le Made in China. Ils veulent devenir des marchands majeurs à l'international. Et c'est probablement à cause d'un essoufflement de l'économie et de la consommation en Chine. Parce que Alibaba, c'est déjà un géant monstrueux là-bas en Chine, hein, c'est monstrueux. Et c'est lui qui a inventé le Single Day, d'ailleurs. Le Single Day, c'est le 11 novembre, donc c'est 1-1-1-1, tu vois, le jour où quand les célibataires se font des cadeaux à eux-mêmes, puisqu'ils sont tout seuls. Et ils ont inventé le Single Day en 2009, et ça a été un succès tonitruant. Chaque année, ils vendaient plus, jusqu'à 38 milliards de dollars de marchandises en 2019. Rien que pour le Single Day, hein. En 2020, par contre, la fête est un peu finie. Bon, oui, on se souvient d'ailleurs qu'il y a eu les soucis avec Jack Ma. Et Jack Ma est un parti communiste, hein, qui s'entendait moyennement. Et puis évidemment, il y a eu la pandémie et les confinements qui ont été très très sévères dans tout le pays. Les chiffres d'Alibaba sont en baisse depuis 2020 en Chine. Pinduoduo stagne. Pinduoduo, c'est un énorme truc d'e-commerce en Chine aussi. Mais dans le monde, ça reste correct en fait. Et pour continuer à vendre, du coup, il faut aller au-delà du marché domestique. D'où les offensives de Shein et de JDD Group, hein, qui possède Temu. Alors, évidemment, les prix sont très bas sur ces stores chinois, et dans un contexte d'inflation, ça profite, évidemment, ça leur profite beaucoup. Les gens ont moins d'argent disponible, et du coup, les prix les moins chers cèdent. Temu et Shein ont un mode de fonctionnement qui est en plus différent d'Amazon, parce qu'Amazon, finalement, c'est comme une galerie marchande. C'est-à-dire, tu loues un espace, et après, tu fais ce que tu veux de ton espace, et tu fais ta boutique, tu vois, ta devanture, tu attires les clients toi-même. Enfin, en gros, ça, avec Shein, c'est plus facile, parce que c'est comme un supermarché. Tu donnes tes produits à Shein, et c'est lui qui se débrouille de les vendre, en fait. Et c'est comme ça qu'ils attirent tout un tas de petits commerçants. Et en plus, Shein est incroyablement réactif, hein. Il change de modèle toutes les semaines, voire tous les jours, en fait. Il s'adapte aux tendances en produisant à la chaîne, en quasi temps réel. C'est hallucinant. C'est quasi temps réel. Et le tout, parfois, sans être très regardant sur les propriétés intellectuelles, sur la qualité des trucs, sur les normes, bien entendu. Sur les normes, parce que les normes, je veux dire, parfois il y a marqué CE sur les trucs. Bon, comment dire, faudra vérifier plus loin, pas parce que c'est marqué CE que c'est aux normes européennes. En tout cas, ils sont pas très non plus regardants sur qui travaille sur les fringues. C'est pareil pour Temu, hein. De toute façon, c'est la même chose. Même si on parle pas spécifiquement de Chine, d'ailleurs, la production de contrefaçons ou d'items qui sont très très inspirés de marques connues, hein, c'est la spécialité des Chinois, et c'est devenu un business énorme et complètement mainstream au Nigeria, par exemple. Il y a un article là-dessus où c'est assez fou. On achète dans n'importe quelle rue ce qu'ils appellent des fake originals. Et les fake originals, c'est des trucs qui ressemblent de loin, mais vraiment à s'y méprendre à des marques, à des objets de marque, mais dont le logo est légèrement modifié à la marge, évidemment, qui coûte 5 balles. Ça coûte rien du tout. Et ça, c'est achetable en gros sur Internet, par tout le monde désormais, et tout le monde peut se mettre donc au commerce de vêtements, et d'ailleurs ne s'en prive pas. Mais bon, ça non plus, on veut pas savoir comment c'est produit, ni par qui, hein, bien entendu. D'ailleurs, les plateformes sont quand même un peu soucieuses de leur image, hein, parce que quand t'es Chine, effectivement, on t'attaque sur ce genre de truc, donc il y a une suspicion, et donc du coup, ils commencent à diversifier un petit peu les chaînes d'approvisionnement hors de Chine, pour rassurer. Mais bon, d'après Li Qiang, qui est fondateur de China Labor Watch, ces mesures sont, je cite, largement symboliques et décoratives. Bon. De toute façon, pour avoir ce genre de truc, hein, ce genre de magasin, il faut un niveau de compétition sur les coûts de production qui est tellement brutal qu'il peut exister qu'en Chine. En Chine, où il règne une certaine opacité, hein, il faut bien le dire. Du reste, la compétition est aussi violente pour les vendeurs. Parce que sur Temu Chine, désormais, tu trouves des vendeurs tiers, évidemment, hein, comme sur Amazon. C'est nouveau sur Chine, moi sur Temu aussi. C'est, comme on l'a dit, c'est facile d'entrer sur les trucs. Mais, je veux dire, pour survivre, il faut t'aligner sur les prix. Ça, c'est pas forcément simple. Les prix sont très, très, très bas sur Temu. Et si tu t'alignes pas, t'existes pas. Point barre. Donc, certains producteurs en Chine ont des marges de quelques centimes par item. D'autres ne peuvent carrément pas suivre, d'ailleurs, hein, il y a un vrai problème. Et certains vendeurs, partout dans le monde, se retrouvent pris à la gorge par ce nivellement par le bas. Si tu essayes de vendre au Brésil la même chose qu'un Chinois, bon courage. Donc tout ça est assez malsain, la concurrence sur les commerces locaux, évidemment, elle est terrible, et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est artificiel, en fait. Chine profite de coûts de production qui sont criminellement bas, hein, en Chine, et Temu perd de l'argent, en réalité. Il perd beaucoup d'argent. Et on ne sait pas du tout combien de temps ça va tenir comme ça. Parce que Temu, en fait, il subventionne à ce niveau-là, ce niveau de prix. Il subventionne les livraisons aussi. Et en ce moment, il perdrait $40 pour chaque centaine de dollars de chiffre d'affaires.
Oh, punaise, d'accord. Et oui, donc du coup, pour PDD Holdings, Temu est encore en phase d'apprentissage, donc il est en phase de croissance. Mais à un moment, il faudra quand même qu'il passe en phase de rentabilité. Donc Temu, c'est quand même une aberration en réalité. Hein. Et le mode de promotion aussi, de vente qu'il a, achève finalement de le confirmer, parce que je sais pas si tu as déjà essayé Temu, mais sur Temu, tout clignote. L'application est un arbre de Noël. Il y a toujours une promo, il te met la pression pour acheter, si tu achètes dans les 15 minutes, tu as un bonus. Avec des roues de la chance. Tu as des offres super spéciales, si tu achètes ça et ça, tu auras 100 en plus. Bon. Alors, je comprends hein, qu'on soit attiré par les prix bas, évidemment. Mais bon, c'est vrai que la manière de Temu et de Shein, hein, de gamifier complètement le commerce est totalement aberrante. Parce qu'acheter devient un jeu. Et c'est même pas au sens figuré. Je veux dire, il y a des jeux intégrés dans l'application Shein, et Temu, je crois d'ailleurs, et ces jeux te permettent de gagner des choses, de gagner des objets, ou de gagner des promos qui t'incitent à acheter, etc. Sur TikTok, t'as des influenceurs qui font ce que les vieux comme moi appelaient simplement du téléachat, hein, à la chaîne 24 heures sur 24 pour tout et n'importe quoi. Alors je sais bien qu'on trouve une multitude de conneries de qualité douteuse sur Amazon aussi et sur Wish, n'en parlons pas. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, ces applis amènent, si tu veux, le consumérisme à un niveau paroxystique. Une sorte de consumérisme régressif et assumé, et un consumérisme surtout qui est total en réalité. Et ça, c'est quand même un moment où, sur Le Monde, bah, tu lis un rapport du PNUE, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui publie un rapport hein, qui dit que bah, on est sur la voie d'un réchauffement de 2,5 à 2,9 à la fin du siècle. Et c'est un minimum, parce que c'est sans les effets d'emballement éventuels, etc. Et pendant ce temps, on prépare la COP28 à la clim, à Dubaï. Bon, je m'égare, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des articles qui sont quand même assez intéressants sur ces nouvelles plateformes. Et bon, c'est terrible, parce que je comprends très bien que des gens soient... Évidemment, si t'as moins de moyens, bah forcément, c'est une aubaine, tu vois. Mais bon, et voilà, il y a des limites à tout, il faut essayer de peser le pour et le contre aussi, quoi. Et j'ai pas parlé des problèmes, d'autres problèmes de Temu qui, par exemple, le respect de la vie privée et tout ça, parce que je pourrais aussi parler de l'application de Temu qui est problématique à ce niveau-là, parce que l'aspire un petit peu tout, et bon, voilà. Ben bon, je vais m'arrêter là. On en a assez dit. Je t'ai mis un produit que je viens de sélectionner. Là, j'étais sur Temu France, qui d'ailleurs, j'essaie de le mettre très clair, hein, sur la home, il est à 7,60, barré à 4,32 €. Et quand tu cliques derrière, tu l'as à 3,14 €. Moi, perso, je ne comprends rien. Mais t'as vu sur les articles de Rest of World, t'as un questionnaire à la fin sur un des trois, je sais plus lequel. T'as un questionnaire à la fin sur qu'est-ce que c'est ce truc. Ils vendent des trucs et tu sais même pas exactement ce que c'est. Il y a un petit quiz à la fin. C'est quoi, c'est le troisième article peut-être? Je vais les regarder. Ouais, bah tu verras. T'as vu l'aberration du produit que je mets dans les notes de l'épisode? Peut-être que j'utiliserai en couverture, pas sûr. Mais le bras articulé qui tient ton smartphone le soir dans ton lit. Mais ouais. Eh ben oui. Dénoncez-vous si vous avez acheté ça, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Dénoncez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est bon, pratique, heureusement. Je sais pas. Heureusement qu'il y a des décisions légales pour réguler les excès comme ça et les affrontements géopolitiques au travers de commerce, avec notamment l'embargo américain, Guillaume, hein, qui vise à réduire la possibilité pour la Chine d'accéder à certaines puces. Et en plus, ça marche, n'est-ce pas? Eh ben, écoute, non. En fait, il faut aller lire le US China Economic and Security Review Commission. Ah, page 45. Le rapport de tout ça, là, de ces gens-là. Ils ont produit un rapport de 750 pages au Congrès que j'ai lu avec délectation au coin du feu, avec une tasse de rooibos, tu vois, il y a un petit roulé à la cannelle. Ok. Non, je mens. Il m'aurait fallu quand même plusieurs boîtes de roulé à la cannelle pour m'enfiler ce pavé qui, grosso modo, dit de manière chiante ce qu'on dit de manière informelle et décontractée ici même depuis des mois. En gros, entre la Chine et les US, le combat de pouce continue et il n'est pas gagné du tout. Donc dans la partie tech, il revient sur le choc de la découverte de la puce 7 nanomètres de chez Huawei, hein, dont on a parlé plein de fois et qui a fait tomber de leur chaise pas mal de parlementaires. Et à leur âge, c'est dangereux. Donc ils disent aussi que si l'embargo a eu des effets sur les capacités de calcul des Chinois, en particulier dans le domaine de l'IA, globalement, ça avait quand même un peu raté. Et la puce du Mate 60 en était la preuve. En gros, ça marche que si tout le monde joue le jeu, et la Chine a quand même réussi à sécuriser pas mal de matos, malgré tout, en particulier beaucoup de machines à ultraviolet profond. Et on sait, par ailleurs, hein, que Tencent a stocké des H800 de Nvidia comme un hamster boulimique. Il en a pour 1 an devant lui, voire plus.
Mais bon, il sait qu'ensuite, il va falloir acheter local. Et du coup, il est en train de démarcher, en ce moment même, Huawei, et de commencer à lui acheter quelques milliers de puces pour voir comment ça marche. Donc il s'organise, il n'y a pas de problème. Et finalement, le rapport pointe aussi du doigt que l'embargo a poussé les Chinois à plus contrôler leur communication et la communication des entreprises. Du coup, on sait plus ce qu'ils font. Et donc ça nous complique la vie, et c'est le but de toute façon. Donc en résumé, l'embargo est une demi-réussite, alors de là dire que c'est un demi-échec. Et on continue avec Apple, Guillaume. Ouais, Chine toujours avec le problème avec Jon Stewart. Donc ce problème avec Jon Stewart, qui est un talk show, avec la star Jon Stewart, qui avait son petit succès sur Apple TV+, jusqu'à ce que la marque considère qu'il aborde des sujets trop controversés. Alors c'est quoi ces sujets controversés ? C'est ce que c'est l'euthanasie ? Est-ce que c'est la pédozoophilie ? Est-ce que c'est la guerre Israël-Hamas ? Non, la Chine, ce sont apparemment les sujets qui font contentieux. Bon, on en avait parlé, on comprenait pas trop la logique, étant donné que ce sont des sujets qui sont courants et populaires, surtout l'IA. On s'interrogeait aussi sur un possible conflit d'intérêts en interne. Pas facile de parler de tout sur son service de streaming quand on doit vendre des iPhones par supertanker entier aux quatre coins du monde. Figure-toi que la Chambre des représentants des États-Unis écoute manifestement Tech Café, puisqu'ils se posent exactement la même question, et qu'ils interpellent Apple sur le sujet. Donc ils ont envoyé une lettre à Tim Cook, ce que nous on a oublié de faire. Oui, mais qu'est-ce que tu vois, on est surbooké en ce moment. Alors, donc, oui, voilà. forcément, on est occupé. Et cette lettre contient la phrase suivante: Apple a le droit de déterminer quel contenu est approprié pour son service de diffusion, mais les tactiques coercitives d'une puissance étrangère ne devraient pas influencer directement ou indirectement ces déterminations. Donc la lettre exhorte Apple à revoir ses dépendances, y compris financières, à la Chine, et à les minimiser de toute urgence, et à expliciter officiellement la raison pour laquelle il ne veut plus du problème avec Jon Stewart. Donc l'article d'Ars Technica mentionne aussi de manière fort sagace que la lettre est arrivée juste après le forum de l'APEC. Alors pas celle-là, non, pas cette APEC-là, parce que l'APEC c'est aussi le Asia Pacific Economic Cooperation. Et donc Xi Jinping y est venu, il est venu aux États-Unis, il a rencontré Joe Biden, et le but de l'entrevue, qui était un dîner carrément, on se refuse rien, c'était de restaurer la communication, voilà, surtout au niveau militaire. Donc Xi aurait même dit à Biden que la Terre était assez grosse pour que les deux pays puissent prospérer. Bon, quand on voit les appétits des uns et des autres, on pourrait parfois en douter. Plus largement, les Chinois aimeraient aussi nouer des contacts commerciaux, et il y a beaucoup de boîtes US qui demandent pas mieux. Donc il y a vraiment une ambivalence palpable en ce moment sur les relations États-Unis-Chine, commerciales surtout. Magnifique. On continue avec un petit peu Apple, mais aussi plus largement TikTok et aussi Meta, qui sont pas très contents, Guillaume, sur la définition qui les implique dans le cadre du DMA. Le DMA fait débat, évidemment. Donc c'est le Digital Market Act qui définit des règles strictes pour des contrôleurs d'accès, pour les contrôleurs d'accès entre guillemets. Ça plaît pas trop aux grosses boîtes qui finalement, si on y regarde bien, sont pas si grosses que ça. Voilà. Donc en cause, évidemment, c'est cette fameuse classification comme gros, c'est-à-dire comme gatekeeper ou comme contrôleur d'accès. TikTok, par exemple, est pas d'accord, il dit qu'il est pas si gros. Voilà, il est juste un peu enveloppé. En plus, il n'existe que depuis 5 ans en Europe, et finalement, qui c'est TikTok si c'est pas le challenger par rapport aux grosses boîtes établies comme Instagram, par exemple. Bon, Meta, il est gros, hein. Même Meta va pas le contester. Par contre, Messenger, non, il est pas gros, lui, il est tout mignon. Donc il faut pas l'embêter. Et puis parce que Meta, quand ça l'arrange, considère Messenger comme un service complètement séparé de Facebook, il est petit, alors que d'autres fois, il dit que c'est une composante de Facebook. Bon, ça dépend des jours. Quant à Apple, alors lui, il est rigolo, parce que c'est Safari qui est tout petit, et qu'il faut laisser tranquille. Parce que, alors ça date même de début novembre, en fait, il tentait de dire à la Commission européenne que Safari, c'était pas un navigateur, mais 3. Et que du coup, en fait, il y a 3 navigateurs et 5 App Store chez eux, hein, c'est vraiment, voilà, parce qu'il y a Safari pour iOS, Safari pour iPadOS, et Safari pour macOS. Ça fait 3 navigateurs. Et donc, leur base d'utilisateurs à chacun, elle est plus petite que le seuil. Voilà, tu vois que c'est petit. Bon, on verra bien si quelqu'un est convaincu par ce truc-là, mais c'est pas clair du tout. Hein. Ouais, c'est pas gagné, effectivement. Blue Sky, Guillaume, qui bat des records, non, pas en fait, mais pas vraiment, mais qui est toujours un petit peu là avec ses 2 millions d'utilisateurs. Oui, écoute, toute petite news puisqu'on parle de poids lourd, hein, on peut dire que justement Blue Sky n'en est pas du tout, hein, puisqu'il compte 2 millions d'abonnés, c'est un poids mouche. Ça monte vite quand même, c'est vrai, mais c'est pas non plus un raz-de-marée. Threads a 200 millions d'abonnés quand même, il a passé le cap. Ouais. Pour le moment, et comme j'en ai fait l'expérience d'ailleurs, si t'as pas de compte, tu peux pas voir les posts. Ça, c'est vrai que c'est un problème, il n'y a pas de site web. Okay. Oui, okay. Mais il y a un site web.
mais si t'as pas de compte, tu peux pas y accéder. Mais comme l'app, en fait. Tu vois, si t'as l'app et que tu n'as pas de compte, tu peux pas consulter. En tout cas, bon, voilà, apparemment, ça va être résolu bientôt, j'ai l'impression. Et il y a aussi le côté décentralisé du truc qui va être résolu, parce que pour l'instant, Blue Sky est construit sur un protocole décentralisé, mais comme il a qu'un seul serveur, ça se voit pas des masses. Et ça aussi, ça devrait changer bientôt. Bon, t'es toujours content, toi, de Blue Sky ? Je sais pas, je suis plus de manière générale très content des réseaux sociaux, je peux pas dire ça. Il y a des infos que j'y vois passer. Tu vois, par exemple, je me faisais la réflexion, ce qui s'est passé avec OpenAI et Sam Altman, bah c'était sur Twitter que tu pouvais le suivre. Ailleurs, bof, pas trop. Mais bon, c'est vrai, malheureusement, j'ai vu. Hein. Je suis présent, en tout cas, un peu à droite, à gauche. Je regarde ça. C'est une obligation professionnelle que je me fais, tu sais. Il y a du mieux sur les plateformes. Enfin, Guillaume, enfin. Sur iOS, on va avoir droit à du RCS, mais incroyable cette année 2023, Guillaume. Enfin, quoique, c'est pas encore 2023 que ça arrive, mais bon. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que les SMS vont mourir. Bon, carrément, voilà, ça y est, on va dire que le SMS va décéder, puisque même Apple va passer au RCS, donc le Rich Communication Service. Enfin, pour rappel, donc ça permet tout ce qu'il est possible de faire avec une messagerie moderne, type Signal ou WhatsApp. Ça devient possible avec les SMS standards, c'est-à-dire l'appli de base du téléphone, et qui passe d'ailleurs par le réseau directement, par le réseau téléphonique, sans passer par le serveur d'une appli spécifique comme Telegram. Donc c'est cool, ça fait belle lurette que c'est dispo sur Android, mais sur Apple, ça vient d'arriver, enfin disons, la décision vient d'arriver. Les principaux fournisseurs d'accès, d'ailleurs, faut noter que ne supportent le RCS que depuis 2021, donc c'est quand même relativement récent. Et donc en 2024, les RCS seront gérés côte à côte avec les iMessage chez Apple. Évidemment, ça concerne uniquement les personnes, une personne qui utilisera un iPhone pour communiquer avec un paysan qui utilise un Android. Évidemment, si c'est entre deux iPhones, il n'y a pas besoin de s'abaisser à utiliser le RCS puisqu'on est entre gens bien élevés. Et donc ils ont tous les deux iMessage. Et bon, bien sûr, vous aurez une bulle bleue. Si vous utilisez toujours ça, la bulle bleue, ça va pas partir. Bon, je sais ce que vous allez me dire, et c'est vrai. J'avoue, le RCS n'est pas chiffré. Et donc, c'est tout à fait défendable de dire qu'on choisit la solution la plus sécurisée quand on le peut. Alors évidemment, Apple fait ça pousser un petit peu par la réglementation européenne aussi, hein, bien entendu, cette adoption du RCS, on s'en doute un petit peu. Bon, le RCS n'est pas parfait, effectivement, hein, bon, c'est déjà un progrès par rapport au SMS et au MMS, hein, donc on va pas non plus se plaindre, mais il y a toujours évidemment cette ouf, problématique. Alors ok, de soutenir et d'embrasser de ses deux bras le RCS à la place d'iMessage, je pourrais comprendre. Mais enfin, de critiquer le RCS par son manque de sécurité, n'oublions pas que le SMS n'est pas plus sécurisé aujourd'hui, il est tout autant sur iOS. Je vois pas en quoi le fait de proposer le RCS à la place du SMS poserait le moindre problème sur le plan de la sécurité pour Apple. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Bing, Guillaume. Oui, la réglementation, c'est souvent barbant, hein, mais parfois ça a des moments de joie, de libération. Regarde par exemple, grâce à tout ça, tu vas pouvoir bientôt virer Microsoft Edge de Windows 11, si tu le veux, ainsi que Cortana, que les applis photo et caméra, et la recherche web de Bing même. D'ailleurs, la recherche intégrée deviendra ouverte, donc potentiellement pourra être remplacée par DuckDuckGo, Google, voilà, enfin, en tout cas les prestataires qui se présenteront. Et donc, pour aussi choisir librement qui ouvre les liens HTTP quelque chose. La réglementation nous apporte aussi pas que des pop-up chiantes sur tous les sites qui y passent. Il y a aussi des trucs intéressants. Notez bien entendu que tout ça ne sera possible que dans l'Union européenne et pas ailleurs. On continue avec les histoires qui concernent Meta et l'accès aux services de Meta pour les mineurs. On en a largement parlé dans les derniers épisodes de Tech Café, Guillaume. Et il va falloir réglementer là. C'est comme l'alcool, enfin. Il ne faut pas en proposer aux mineurs, Meta. Oui, il est attaqué de partout sur la santé mentale des jeunes, hein, Meta. Donc il essaye divers trucs. Là, il a une autre stratégie de défense. Ce serait de rendre responsables les magasins d'applications. Eh oui, c'est leur faute, enfin. Toi, qu'est-ce que tu fais quand t'as des enfants et que t'as un Colt 45 dans une vitrine ? Tu fermes la vitrine à clé, c'est tout. Bon. Là, c'est pareil. Les parents devraient surveiller ce qu'installent leurs enfants, et puis c'est tout. Il faut un contrôle parental. Dès qu'un gamin de moins de 16 ans télécharge un truc, ou tente de payer un truc d'ailleurs, via l'App Store, il y a une notification qui doit être envoyée sur le portable d'un parent. Bon, il n'y a pas de loi pour ça, se lamente Antigone Davis, la directrice de sécurité chez Meta, mais il faudrait, et c'est ça qui manque en fait. Bon, ok. C'est pas faux, quelque part. Mais par contre,
sur ce qu'il faudrait changer chez Facebook, là-dessus, Antigone, elle dit rien du tout, par contre. Je trouve quand même, il faut pas mettre de côté la responsabilité aujourd'hui qu'ont les magasins d'app, effectivement. Et ça pose question d'ailleurs à l'heure où la réglementation veut autoriser assez légitimement, je remets pas ça en question, mais l'installation d'applications sans passer par un App Store pour l'iPhone, par exemple. Mais je pense effectivement que un App Store a des responsabilités. Après, effectivement, est-ce que c'est le nœud du problème concernant Meta et la diffusion de services auprès des mineurs? Je suis pas certain, mais bon. Guillaume, révélation, tu as mené ton enquête, tu vas pouvoir nous donner enfin le gros petit secret de Spotify. Et oui, ça y est, ça a pas tenu longtemps finalement, On avait dit qu'ils voulaient surtout pas que ça sorte. Et ben c'est plié, c'est sorti, c'est Don Harrison, qui est donc chef des partenariats global chez Google. Donc il fait les partenariats dans le monde entier, qui a lâché le morceau. Spotify a bien un arrangement très particulier avec Google, puisqu'il ne paye rien du tout. Si le client choisit le système de paiement Spotify, et oui, c'est pratique, et 4% seulement s'il choisit celui de Google. Donc dans les deux cas, on est vraiment à beaucoup moins de 15%. C'est vraiment incontestable. Donc selon Harrison, la popularité de Spotify justifie le deal. Et ça, et le fait qu'il était peut-être du côté d'Epic en 2020 avec Match, et que c'est très pratique que du coup il ait abandonné les poursuites. Bon, Google admet finalement qu'il y a bien 2 poids et autant de mesures que de deals qui sont faites avec les devs qui investissent, je cite, plus directement dans Android et Play. Bon, on comprend bien pourquoi ils voulaient pas trop que ça s'ébruite, parce que s'il y a trop de monde qui veut un deal à 0% ou à 4%, ça va lui coûter très cher à Google, très très cher. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, autre petit détail croustillant du procès avec Epic, Google paye quand même vraiment très cher aussi pour gagner de l'argent. Parce que c'est cher de gagner de l'argent, figurez-vous. Parce que on a eu toutes les révélations avec Apple, comme ça, on sait qu'ils payent énormément d'argent pour être par défaut. Mais il y en a aussi sur Samsung des révélations. Google aurait accepté de payer Samsung 8 milliards de dollars sur 4 ans pour que son magasin d'applications soit celui par défaut sur ses téléphones. Et ça, c'est James Kolotouros, qui est donc vice-président des partenariats chez Google, qui l'a dit. Ce chiffre est complètement mirobolant et est motivé par le fait que la moitié des revenus de Google Play proviendrait des terminaux Samsung. Et mirobolant, c'est aussi une expression qui vient d'un personnage de fiction. Excellent. Qui s'appelait Mirobolant, mais santé. Mirobolant, santé. Et c'est un perso de Crispin Médecin, qui est une comédie du XVIIIe siècle. Voilà, la boucle est bouclée. On a commencé par le rocambolesque, on termine par le mirobolant. Merci beaucoup, Guillaume. Au passage, j'ai fait le quiz là tout à l'heure sur 17 objets que je qualifierais d'improbables qui sont testés, qui sont dans le test de Rest of World, j'en avais 10. Tu vois, sur 17, j'en ai 10. Et quelque part, je sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète de savoir identifier 10 sur 17 produits chelous qui sont commercialisés sur Temu. Écoute, vous aussi, faites le test des produits chelous sur Temu. Vous nous direz comment vous êtes. Donnez-nous votre score sur le serveur Discord de Tech Café. Pourquoi pas techcafé.fr/Discord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés durant l'épisode hebdomadaire et d'avoir écouté le supplément qui, vous l'avez compris, est la crème de l'actu tech, les infos essentiellement plus importantes que toutes celles que vous pourriez écouter ou consulter ailleurs. Merci donc beaucoup pour votre écoute et votre soutien que vous pouvez faire, je vous le rappelle, sur patreon.com/techcafé. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pendant quelques semaines, quelques mois, même si vous plafonnez votre participation, c'est toujours hyper précieux d'avoir le plus de monde possible qui envisage le soutien à Tech Café pour profiter en échange en plus des épisodes sans la pub. Rendez-vous également sur techcafé.fr où vous retrouvez à peu près tous les épisodes de Tech Café, quelle que soit leur date de parution et quel que soit le format du podcast, dont notamment d'ailleurs Tech Café Domotique, un épisode arrive dès la semaine prochaine. Il est tout chaud, il est cuit, j'ai plus qu'à le mettre à disposition dans le flux du podcast la semaine prochaine. Guillaume, tu vas pouvoir enfin nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, à titre individuel. Et là, on est en train de me retrouver en train de faire le test des objets chelous sur Temu. Tu l'as pas fait? Je crois que tu l'avais fait. Alors, j'avais commencé, mais je crois que j'étais parti avant. Attends, je te garde en ligne le temps que tu finisses. T'en es où? T'en as la question combien? Je veux que tu me dises. Non, mais oh là là. Bon, enfin, en tout cas, écoute, je vais aller chercher un thé rooibos et rouler à la cannelle. Et puis,
Attends, vais, je suis pas finir sûr qu'on le ait test. mis le lien en fait explicitement du questionnaire. Je vais le mettre dans les notes. Bah, de c'est le l'épisode. premier lien. Ah, qu'il c'est y a dans les Spend. notes. Ok. Donc, si vous allez dans les notes de l'épisode, C'est le vous avez premier jeu de lien, plateforme Spend et vous avez le lien vers le. C'est marrant. J'ai pas cette même URL. Bon, c'est un peu notre tambouille interne que je suis en train de voir. Attends. Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est un quiz, mais là, il est en bas de l'article. Mais moi, j'ai un lien qui permet d'arriver direct sur le quiz, Guillaume. Ah, mais tu peux Attends. le rajouter. Je vais le Attends, rajouter et le quiz en un clic ou en un tap. Alors, je ne sais jamais d'ailleurs comment on dit pour les smartphones. On dit pas en un clic, on dit en un tap. Ouais, en un sûrement. tap, c'est bizarre. Toc. Et voilà. Et surtout, dites-nous sur 17, 10 sur 17, record à battre, celui de Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et chaque semaine dans Tech Café, votre podcast sur l'actualité tech. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.